Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avenir. Donc c'est le premier épisode de l'année. Et donc pour ouvrir le bal, nous accueillons aujourd'hui Cécile Gallo-Selva, qui est la fondatrice et la dirigeante d'Ethic. Qu'est-ce qu'Ethic ? On va justement vous en apprendre plus dans ce podcast, donc n'hésitez pas à nous écouter. Comment est-ce que tu vas, Cécile ? Je vais très bien, merci. Bonjour à toi. Déjà, merci d'avoir fait le chemin depuis Lyon pour venir enregistrer le podcast. C'est un honneur de te recevoir. Écoute, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur toi. On va faire un bond dans le passé, si tu veux bien. On rentre dans le vif du sujet. Donc, est-ce que tu peux nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi ? Alors, on fait un bond de presque 50 ans dans le passé, alors. Alors, j'ai grandi dans un quartier HLM à l'est de Lyon, donc ça s'appelle Bron, le quartier de Bron-Terraillon en particulier. Voilà, c'était mon quotidien. Mon papa était ouvrier spécialisé, ma maman sténodactylo. Mon papa venait d'un milieu paysan, donc l'avantage c'est que le week-end et les vacances, je les passais à la ferme. Donc j'avais à la fois d'un côté la banlieue un petit peu grise et de l'autre côté la campagne que j'adore. Super. Et donc du coup, tu aidais ton papa dans la ferme, c'est ça ? Tu passais tes après-midi là-bas ? Alors, je voguais, j'avais la grande joie d'être en liberté totale. Donc, en gros, je partais le matin, je me promenais. Et si mes parents voulaient savoir où j'étais, ils demandaient aux voisins et ils me retrouvaient. Donc, c'est vrai que les week-ends et les vacances à la campagne, c'était liberté. J'étais sur mon vélo et je me baladais un peu de partout. Je voyais les animaux, voilà. Il a une belle enfance. Et du coup, à l'école, tu étais quel enfant ? T'aimais bien l'école, déjà ? J'aimais bien l'école. Oui, j'aimais bien l'école. J'ai pas aimé le collège. Okay. Mais sinon, j'aimais bien l'école. Et c'était quoi tes rêves quand tu étais petite ? Est-ce que tu voulais déjà travailler dans l'immobilier ? Qu'est-ce que tu voulais faire ? Alors, comme beaucoup d'enfants, j'imagine, vétérinaire, ce genre de choses. Mais non, je pense qu'assez tôt, j'avais envie de voyager, de découvrir d'autres cultures. Plutôt un besoin d'évasion, de liberté. Après, au monde professionnel, c'est vrai que jusqu'à ce que je passe mon bac, je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait un bac scientifique parce qu'à l'époque, c'était la voie qui pouvait ouvrir le plus de portes et que j'écoutais bien mes parents qui me disaient que voilà, j'étais la première à passer mon bac, donc la première, il fallait que j'aille loin, etc. Donc, j'ai plutôt fait ça. Et après, je me suis dit, je vais faire un truc court, j'ai envie de travailler. J'ai fait un BTS commerce international. D'accord. Surtout l'international m'intéressait. Et du coup, après le BTS, j'ai eu un super prof de commerce international qui m'a dit, en gros, Madame Gallo-Selva, votre anglais est nul, vous n'arrivez à rien si vous n'apprenez pas mieux l'anglais. Allez aux États-Unis, passez un bachelor. Je dis, ok, mais ça coûte des sous. Il dit, je vous prends rendez-vous à la banque, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pu partir aux États-Unis grâce à un prof de commerce international. Et donc, je suis partie, j'ai réussi, j'ai fait 2 ans d'études pour mon bachelor et après, j'avais le droit de travailler 1 an aux États-Unis. Donc, je travaillais là-bas. Je me suis bien amusée dans le monde de marketing, la vente, etc. Mais c'est là où j'ai commencé à avoir un petit peu une quête de sens, c'est-à-dire que pour moi, tout allait bien, mais je voyais bien qu'autour de moi, il y avait des grandes disparités, des grandes inégalités. Ça me chagrinait un peu. Donc, j'ai préféré pas rester aux États-Unis. Je suis revenue à Lyon. D'accord. Et à Lyon, je suis revenue en pleine période. Il y avait 6 millions de chômeurs, etc. Donc, j'ai fait un peu de secrétariat par intérim, alors que j'avais eu un job intéressant aux États-Unis. Et je me suis dit, c'est pas terrible. Et j'ai réussi par mon ancien employeur des États-Unis à trouver une mission à Grenoble. D'accord. Pour une petite boîte. Et de là, je suis arrivée à Paris aussi. Donc, j'ai passé 5 ans à travailler à Paris dans le milieu, on va dire, privé classique.
D'accord. Mais toujours pas l'immobilier. Toujours pas l'immobilier. Bon, on va en venir. Du coup, tu te cherchais un petit peu, comme tu as dit, tu as fait face à... Disons que j'écoutais ce qu'on me disait autour de moi, ce que disaient les profs sur la carrière. J'étais partie dans le commerce, donc voilà, j'étais une bonne... En fille bien sage, je suivais les conseils et je faisais carrière. D'accord. Mais il y avait quelque chose en moi qui me disait, il y a un truc qui cloche. Et je pense que après 5 ans de travail à Paris, pareil, toujours dans un esprit carriériste, j'ai convaincu mon employeur de l'époque de me sponsoriser pour aller faire le MBA à l'université d'Oxford. Ok. Et en fait, arrivé à Oxford, au bout d'une semaine, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça que je voulais. En fait, c'est pas le MBA. Je l'ai fait quand même. Mais j'étais en quête de sens. J'ai mis beaucoup de temps à m'en apercevoir. C'est-à-dire que je voulais toujours... j'ai toujours voulu travailler dans des ambiances très professionnelles, stimulantes. J'ai toujours eu des patrons très engagés, qui avaient une bonne éthique de travail. Mais il me manquait ce sens de me sentir utile pour la société et l'environnement. Et j'ai découvert l'entrepreneuriat social en Angleterre, et notamment à Oxford. Et je me suis lancée là-dedans. Enfin, je me suis lancée je me suis dit, voilà, en fait, je voudrais rejoindre ce mouvement qui est de travailler avec de l'impact. Et il se trouve que la première société impact que j'ai rencontrée à Oxford, avec laquelle j'ai eu un super feeling, c'était Ethical Property, qui faisait de l'immobilier à impact. Voilà, donc d'accord. L'histoire de l'immobilier a démarré, donc il y a maintenant, donc c'était en 2004, donc presque 25 ans. Presque 25 ans. Ouais. Et alors, comment s'est passée cette rencontre Qu'est-ce qui vous a lié au monde de l'immobilier La rencontre, c'est la rencontre avec le fondateur donc d'Ethical Property, donc Jamie Hartzell, un activiste sur son vélo qui veut changer le monde et qui me dit moi je change le monde, je révolutionne le monde de la finance et de l'immobilier. J'ai fait ah ouais comme ça avec ton petit vélo, ouais d'accord ok. Et donc c'est vrai qu'il m'avait surpris et il m'a décrit son concept. Et ce qui m'a séduit, c'est qu'en fait, c'est tout simple. C'est-à-dire que le concept est très cohérent et très simple. C'est à la fois complexe et simple. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce que fait Ethical Property et ce que fait Ethic, ma boîte en France, c'est qu'on crée des espaces de travail. Mais déjà, la façon dont on les aménage est un peu différente, c'est-à-dire qu'on colle toujours aux besoins des futurs utilisateurs. Avant même de créer un projet immobilier, on a un groupe de futurs utilisateurs qui nous disent réellement de quels besoins, les besoins qu'ils ont en termes d'usage. Donc on est beaucoup dans le monde du bureau, donc bien sûr il y a tout ce qui est poste de travail, salle de réunion, mais salle de détente, flexibilité. Déjà il y a 25 ans on parlait d'avoir des salles avec de la visioconférence. Enfin voilà, donc tout ce type d'usage, on est toujours finalement un peu à la pointe des usages de on peut dire ça des clients, nous on appelle ça des bénéficiaires. Et on monte les projets financièrement pour qu'ils collent à la fois aux besoins mais aux moyens de nos futurs locataires et on ne crée nos espaces que pour une petite niche du marché qui sont tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. D'accord. Donc on est finalement on crée des lieux pour un public qui nous ressemble, qui partage les mêmes valeurs. Et parce que c'est un public qui nous ressemble et qui partage les mêmes valeurs, du coup on va aller très loin aussi dans tout ce qui est réhabilitation environnementale et gestion environnementale des bâtiments. Donc on est plutôt dans l'innovation d'usage par rapport aux besoins, façon de travailler, et dans l'innovation environnementale, parce qu'on peut se permettre, grâce à nos bénéficiaires, d'aller assez loin, de tester des nouvelles méthodes dans tout ce qui est rénovation environnementale des bâtiments. Et justement, je voulais te demander, comment est-ce que tu es devenue ou tu es arrivée à la tête d'Ethic, puisque tu as fait la rencontre du fondateur de Ethical Property. Oui. Et comment est-ce que toi, du coup, tu es arrivée à la tête d'Ethic, donc en France, dont tu es la dirigeante aujourd'hui? Alors, donc, quand j'ai rencontré Jamie, il avait besoin
voilà, sa société, ils étaient 5 activistes qui avaient lancé le concept, mais ils venaient tous du milieu associatif et ils avaient besoin de quelqu'un un peu plus, on va dire, business pour structurer un peu Ethical Property en Angleterre. Donc je l'ai rejoint, j'ai travaillé 6 ans à ses côtés et je suis partie au bout donc, de ces 6 ans. On était passé de 6 à 60 salariés, on avait une vingtaine de tiers-lieux, d'espaces de travail en Angleterre, mais également en Écosse. On avait aussi ouvert un bâtiment en Belgique, à Bruxelles. Et donc, Ethical Property se portait bien. Et moi, j'avais envie comment dire ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a du moment où on a fait un bâtiment à Bruxelles, on a eu de la demande en France. Et D'accord. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas rentrer en France ? Et donc, comme je disais tout à l'heure, on est hyper cohérent et donc on se dit, nous, on colle aux besoins des utilisateurs, on intègre, chaque bâtiment est intégré dans son territoire, donc on a une dimension de circuit court finalement quelque part dans la production de nos bâtiments. On a toute une démarche sur le financement de nos bâtiments avec des actionnaires locaux. Et donc, on se dit, c'est pas l'Angleterre qui va financer des bâtiments en France. Oui. Et donc, Jamie m'a dit, le but, ce serait plutôt que tu crées une filiale, enfin, pas une filiale, justement, que tu crées une société indépendante en France avec tes propres actionnaires. Sous la coupelle du nom Ethical Property. Et donc, on a fait la même chose pour la Belgique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trois pays, 3 entités juridiques distinctes. Ce qui nous lie, c'est une appartenance aux mêmes valeurs et le fait que on se parle régulièrement pour partager les bonnes pratiques. Et donc, finalement, j'ai adapté le modèle britannique aux besoins de la France. Et donc, c'est moi qui ai lancé Ethic avec mes petits 2000 € il y a maintenant 12 ans. Et depuis, voilà, beaucoup de financeurs m'ont rejoint et Ethic a bien grandi, quoi. Ouais. Mais donc oui, je suis la fondatrice et j'ai copié le modèle de la boîte dans laquelle je bossais en Angleterre. Et à ce moment-là, au moment où tu as proposé justement de créer Ethic en France, c'était quoi ton état d'esprit ? Est-ce que tu avais peur ? Est-ce que tu étais excitée par rapport à l'idée ? Parce que tu parlais tout à l'heure de cette quête de sens à vouloir être utile. C'est vrai que j'ai fait pas mal de transitions. Donc la première transition après mon MBA, c'était de rejoindre ce monde de l'ESS en prenant une coupe de salaire aussi, parce que on est des salaires, l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'on a des écarts de salaire qui sont moins élevés que dans le monde classique. Ce qui fait que plus on est en haut de l'échelle, plus il y a un écart avec le marché privé. Donc j'avais fait ce premier choix quand j'avais rejoint Ethical Property en Angleterre. Mais j'ai jamais regretté ce choix parce que j'ai tellement gagné en sérénité, en sens, je sais ce que je vais raconter à mes petits-enfants plus tard. Voilà, c'est quelque chose que voilà, ça fait 25 ans et je resterai toujours dans ce milieu, vraiment. Et après, par contre, c'est vrai qu'à un moment, donc, on était en mode start-up quand j'ai rejoint Ethical Property. Puis au fur et à mesure qu'on grandissait, ça devenait une société un peu plus établie, un peu plus confortable, on va dire. Et donc, le grand saut, me lancer, créer une boîte comme ça en France, il y avait une grosse partie de peur, mais aussi, comme tu as très bien dit, en fait, il y avait beaucoup de peur, beaucoup d'excitation. J'étais convaincue qu'il y avait un besoin. De toute façon, il y avait plein d'assauts en France qui nous disaient nous, on veut la même chose que ce que vous faites en Belgique et en Angleterre. Donc, je suis convaincue du concept, donc je voulais vraiment le faire. Et puis, je pense que le fait, même si de mon milieu socio-professionnel, j'avais jamais été entourée par des fondateurs, créateurs d'entreprises, le fait d'avoir suivi vraiment Jamie, j'étais son bras droit, ça m'a aidée. Je me suis dit, c'est bon, j'ai vu ce qu'il faisait, je vais le faire, quoi. Ouais. Donc ça m'a vraiment aidée à sauter le pas. Ouais. Et tu as beaucoup parlé de valeurs transmises, que ce soit par Jamie et Ethic. Est-ce que tu peux un peu plus nous parler de ces valeurs, justement ? C'est pas grave, t'inquiète pas. Les valeurs... Donc c'est vraiment la clé. Donc
La première valeur que l'on a, donc, c'est la justice sociale. Alors, des fois, je fais un peu des anglicismes ou du franglais. C'est pas grave. Mais en gros, il y a ce sujet d'équité sociale, s'assurer qu'on a une société dans laquelle il y a le moins de différences et de discrimination possible. La deuxième valeur, c'est la protection de l'environnement. Donc, tout ce qu'on peut faire, éviter, faire un maximum pour l'environnement et surtout éviter tout ce qui va contre l'environnement. Ça, c'est vraiment les deux valeurs. Et après, une notion de triple bilan qui est que si on veut que des choses soient durables et prennent de l'ampleur et un impact important, il faut qu'il y ait aussi un modèle économique qui soit durable. Et donc, le triple bilan, c'est ce qui guide toutes nos décisions et qui mesure toute notre performance. Et donc, à chaque fois qu'on lance quelque chose, on évalue s'il y a un impact social, environnemental et financier. Et l'un ne peut pas prendre le pas sur l'autre. Donc, on est toujours à équilibrer le social, l'environnemental et l'économique. Et vraiment, ces trois choses, donc c'est vraiment les valeurs fondatrices. Et après, tout de cela en découle la transparence, la mixité, le professionnalisme, etc., quoi. D'accord. Et pour parler un peu plus de la structure d'éthique, aujourd'hui, vous êtes implanté à Lyon, le siège social, et vous avez d'autres bureaux en France? Vous êtes combien de collaborateurs? Alors, nous sommes 26 collaboratrices et collaborateurs. Je réfléchis, je crois qu'on est parmi nous, il y a 4 personnes en alternance. Voilà, sinon c'est 22 CDI et 4 alternances. Une grosse majorité des salariés sont basés à Lyon, où on a 3 sites que l'on exploite. On a une salariée à Castres, dans un de nos tiers-lieux qui a maintenant 6 ou 7 ans, je crois, qui s'appelle le 22 à Castres. On a des salariés en région parisienne. Donc on a Mundoem à Montreuil, qui est un de nos premiers sites, et on a le château de Nanterre. Et là, on est en train de préparer le lancement d'un très très beau bâtiment à Paris, dans le 20e arrondissement, qui s'appelle Wikivillage. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de l'évolution des bureaux, du coup, l'aménagement de ces tiers-lieux. Moi, j'ai une question avec le Covid, la crise sanitaire, forcément, les espaces de travail ont changé. Vous, éthique, comment est-ce que vous l'avez vécu et vous l'avez traversé et que vous avez peut-être adapté ou non, du coup, vos solutions? Alors, le Covid, c'était une période, en effet, particulière. Ça nous a permis de démontrer la force de la communauté, et la force de la collaboration et de la solidarité au sein de finalement nos bénéficiaires, nos locataires. Ce qui s'est passé, c'est que quelques jours après l'annonce du gouvernement, lorsqu'on a compris que nos tiers-lieux étaient assimilés à des lieux qui devaient être fermés, et qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de nos locataires qui allaient devoir justement arrêter leurs activités ou bien du moins ne plus pouvoir venir sur site. En tout cas, elles allaient être fortement perturbées. On a d'abord alerté tous nos résidents pour leur dire qu'on n'allait pas faire d'appel de loyer pour le mois d'avril, parce que je crois que l'annonce était en mars. Donc l'appel de loyer de mars était parti. On a dit, vous inquiétez pas, avril, on ne vous demandera rien. Donc, parce qu'il y avait quand même des gros sujets d'inquiétude sur tout ce qui était la trésorerie, etc. Et ensuite, après, on s'est organisé, bien sûr, pour que les gens puissent venir chercher leurs affaires, trouver une espèce de roulement pour ceux qui voulaient encore avoir accès aux imprimantes ou à la poste. Enfin bref, on s'est organisé pour maintenir une espèce de minimum vital de fonctionnement de chacun. Et très vite, finalement, on a continué à se parler. On avait finalement, les résidents, c'est toute une communauté qui vit sur un site. Ils partagent sur notre intranet des news d'ordre, il y a des moyens de communiquer en dehors du lieu physique qui est en ligne. Et du coup, ce lieu en ligne a permis de garder le lien. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a commandé nos masques tous ensemble assez tôt. Donc, c'est mis en place assez rapidement à la fois des
des sessions en ligne, plus pour se changer un peu les idées, pour se soutenir, des groupes de parole, etc. Donc, le Covid a montré finalement la pertinence d'une communauté qui se fait confiance, qui partage les mêmes valeurs et qui s'entraide. Et donc, très rapidement, après les aléas de on réouvre, on referme, on oui, à moitié, c'est vrai. ou on ferme à moitié. Finalement, on a eu aucun départ de locataires. On a eu quelques locataires qui ont malheureusement pas survécu au Covid. C'était certains restaurateurs qui avaient déjà une fragilité avant le Covid, qui malheureusement n'ont pas pu tenir. Mais sinon, voilà, on s'est retrouvés après le Covid toujours aussi fort ensemble, quoi. Donc je pense que ça a permis de voir l'intérêt d'avoir des lieux où les gens se rencontrent, partagent, peuvent se soutenir, échanger des bonnes pratiques. Non, parce que c'est vrai que moi-même, quand j'ai démarré Ethique, quand je suis arrivée, j'avais pas de bureau à moi forcément, donc j'étais en pépinière, et c'est vrai qu'il y a pas mal de modèles d'immobilier où les gens se croisent dans les couloirs mais ne parlent pas vraiment. Alors que dans des tiers-lieux maintenant, beaucoup de gens font ça, mais c'est vrai que chez nous, il y a une vraie communauté, quoi. On se connaît, on se croise, on se parle. Ouais. Et aujourd'hui, ta vision du bureau, entre guillemets, parfait, ce serait quoi, du coup? Je trouve que mon bureau, il est parfait. Le bureau parfait, c'est celui qui colle bien aux besoins de l'utilisateur, qui peut évoluer dans le temps. Donc c'est vrai que nous, quand on fait nos espaces de bureau, Ethique, on fait vraiment de l'immobilier tertiaire professionnel. Donc on a des espaces de bureau, à la fois du coworking, mais également des espaces où il y a des bureaux privatifs avec beaucoup d'espaces en commun. On a aussi des espaces de commerce, on a une maternelle. On fait de l'événementiel, donc on fait tout ce qui n'est pas logement, on va dire ça comme ça. Et donc, si on reste sur le bureau idéal, en effet, c'est un bureau qui peut évoluer avec les besoins de l'utilisateur. Typiquement, quand une association nous rejoint, elle va louer un bureau qui correspond à ses besoins. Donc, en termes, je ne sais pas, peut-être qu'elle démarre chez nous, elle a 6 salariés, elle a besoin de peut-être 5 postes de travail. Et puis au fur et à mesure de ses besoins, de temps en temps, elle va avoir des stagiaires, elle va déborder sur le cowork parce qu'elle a des stagiaires en ce moment. Ou après, je ne sais pas si elle perd un appel à projet, elle va devoir peut-être sous-louer une partie de son espace. C'est vraiment modulaire, etc. Donc elle peut bouger au sein du centre. Elle gardera toujours la même adresse, mais elle peut changer de bureau. Donc ça c'est idéal. Et surtout, c'est des espaces de travail où les salariés se sentent bien. Donc nous, on a par exemple... Il y a des douches pour les cyclistes ou pour les activités de sport entre midi et 2. On a des salles de réunion. Des fois, on fait du yoga le soir. Donc, il y a tout un esprit aussi de bien-être au travail. Quand on travaille, donc la mise à disposition de thé, de café, on voit bien que c'est tout ce qui est... il y a une démarche de consommation responsable, circuit court, etc. Il y a toujours un restaurant dans nos lieux. On demande dans le bail du restaurateur qui propose toujours une option végane. Donc il y a toute une démarche finalement qui fait qu'il y a un aspect sur tout ce qui est bien-être, santé, communauté qui permet de fidéliser les collaborateurs. Et puis aussi on se sent bien, disons qu'on ne se sent pas décalé. Par exemple, une association très engagée, elle sait qu'il n'y aura pas de gobelets en plastique qui traînent dans le tiers-lieu. Enfin, voilà, il y a vraiment toute une cohérence en fait dans ce que l'on fait. Avec vos valeurs, oui. On va revenir un peu plus sur toi. Comment se passe une journée dans ta peau? Parce que j'imagine que tu dois beaucoup bouger. Alors en ce moment, parce que je pense que comme beaucoup de sociétés, Ethique est en transformation permanente. On grandit à plus ou moins grande vitesse selon les années et les collaborateurs évoluent dans leur travail. Et moi, avec ça, j'ai démarré Ethique, j'étais chef d'orchestre de tout. Je faisais au contraire. J'ai démarré Ethique, j'étais un peu femme orchestre à faire un petit peu tout.
Peu à peu, je me suis spécialisée. Maintenant, je suis plutôt chef d'orchestre avec des collaborateurs qui savent faire bien mieux que moi un certain nombre de métiers. Et donc, en ce moment, depuis à peu près 3-4 mois, je passe, typiquement, je démarre le lundi avec pas mal de points d'équipe avec les personnes que je manage. Passer au bureau, s'assurer que tout le monde va bien au siège. Dans la semaine, je vais avoir au moins un déplacement. Donc souvent à Paris, mais parfois Grenoble, Castres, Lille. Voilà. Ça me permet de voir aussi parfois les équipes. En plus de rencontrer mes partenaires financiers, parce qu'on n'a pas parlé de la finance, mais c'est un sujet important dans l'immobilier. Et une grosse partie du temps, on est plutôt sur le développement de nouveaux projets, rencontres de partenaires pour créer des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Là, par exemple, on travaille avec un partenaire qui travaille sur tout ce qui est maison de santé pour faire des lieux en commun. Donc voilà, il y a toujours des sujets d'innovation. Et puis de temps en temps, on a tout un cadre d'animation. Donc parfois, ça me permet de rencontrer aussi nos résidents dans d'autres cadres que la relation propriétaire-locataire, on va dire. Et dans tout ce rythme de vie, est-ce que toi, il y a quelque chose qui te passionne à côté, peut-être tu as une passion, ou qu'est-ce que tu fais, entre guillemets, de ton temps libre? Comment tu équilibres tout ça? Alors, j'ai beaucoup de passion, mais je fais peu dans mon temps libre. Donc, je choisis. En général, en novembre, je plante des arbres. Donc, chez ma maman, la pauvre, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre comme terrain pour planter des arbres. Donc, je suis passionnée de permaculture. J'ai découvert ça en Angleterre aussi. Donc, voilà, je pratique chez ma maman, parce que moi, j'habite en ville. J'ai un petit balcon, donc j'ai mon petit lombricompostage. J'ai 2-3 plantes, mais ça suffit pas. Donc, permaculture. J'aime bien les petites aventures sportives. Donc, j'ai 2-3 amis avec qui on se fait des petites aventures plus ou moins difficiles. Là, récemment, c'était assez cool. On a marché le chemin de Compostelle un petit moment. Et on a fait des raids un peu plus, on va dire, exigeants. Donc, voilà, ça varie. J'adore la musique, donc voilà. Je chante beaucoup sous la douche, et là, récemment, depuis septembre, je prends des cours de chant, histoire de voir si mes voisins vont être c'est super, moins embêtés maintenant. J'ai aussi un rôle de maman. Voilà. Aussi, le plus beau rôle. Voilà, donc j'ai 2 filles. Mais bon, elles sont grandes maintenant, donc elles ont moins besoin de moi, mais ça, voilà, j'aime bien aussi passer du temps avec mes filles. Est-ce que tu peux nous parler de ta plus grande fierté aujourd'hui, en tant que maman, en tant que chef d'entreprise? Dis-nous un peu. Alors, ma plus grande fierté, c'est ma fille Cléo, qui a quitté le nid familial récemment, qui a trouvé son appart toute seule en étant alternante, qui a trouvé son alternance, etc. Donc, je suis très, très fière d'elle. Très fière de ma fille Ambre aussi, qui, même si personnellement je pense qu'elle a plutôt une âme de scientifique, elle a décidé d'être littéraire depuis qu'elle a rencontré un prof de maths qu'elle a détesté, et qui fait du théâtre et qui poursuit sa passion. Je trouve ça génial. J'aurais pas osé, moi, à son âge. Et voilà, elle est en première et elle s'apprête à faire que du théâtre, donc pourquoi pas, tant mieux pour elle. Et sinon, oui, je suis super fière de mes collaborateurs. Finalement, au sein d'Ethic, moi, je recrute beaucoup sur les valeurs, un peu moins sur les compétences. Alors, il se trouve que j'ai la chance d'avoir des gens qui arrivent avec les deux. mais pour moi, c'est important, les valeurs. Et c'est vrai qu'on a des personnes qui sont arrivées à Ethic, qui sont encore là. Pourtant, Ethic a 12 ans. J'ai une personne qui est rentrée en stage, qui est maintenant directeur du développement immobilier. J'ai d'ailleurs la première alternante d'Ethic, restée, je crois, 5 ou 6 ans chez Ethic, et après a monté sa boîte. Et dans l'entrepreneuriat social, dans l'immobilier. D'ailleurs, peut-être je te passerai ses coordonnées. C'est pas Anne-Sophie. Anne-Sophie Thomas. Ah, mais elle est passée sur le podcast. Elle a d'ailleurs mentionné. D'accord. Bon. Oui. Mais je suis très fière d'Anne-Sophie.
Mais oui, non, la fierté, je pense, ça vient souvent de voir l'accomplissement des gens autour de moi et l'impact qu'ils peuvent avoir sur la vie des autres aussi. Et du coup, en parlant de grande fierté, est-ce que tu peux nous parler du projet professionnel ou personnel que tu aimerais accomplir pour les prochaines années? Alors, mon projet professionnel, là, tout de suite cette année, c'est d'animer la communauté au sein de Wikivillage. Donc, c'est notre grand projet parisien. D'habitude, nos tiers-lieux, ils font à peu près 2000 mètres carrés. Celui-ci est plus grand, il fait 7500 mètres carrés. On a vraiment une grande multiplicité d'usages, avec en rez-de-chaussée, restaurant, artisanat, commerce, événementiel et puis des bureaux. Et on va très loin d'un point de vue environnemental, donc c'est souvent ça dans l'immobilier, il y a ce qu'on peut faire dans la phase construction, mais après en tant qu'utilisateur, on peut aller encore plus loin. Et donc là, on a un enjeu majeur de pouvoir bien emmener toute la communauté. Alors, emmener une communauté de je sais pas, dans un tiers-lieu de 2000 mètres carrés, il y a à peu près entre 150 et 200 personnes. Donc ça, on sait faire, amener la communauté autour des pratiques d'usage, etc. La Wikivillage, voilà, on s'interroge sur comment on va prendre la mayonnaise, à quel point tout le monde va être persuadé de faire le tri des déchets. Aujourd'hui, on trie à peu près 15 types de déchets dans nos centres, mais parce que tout le monde est au courant. Alors, à l'échelle de ce grand bâtiment, comment est-ce qu'on va faire ? Et voilà, donc c'est vraiment mon enjeu de cette année, c'est de me dire ok, comment va être animé le lieu une fois ouvert. C'est vrai que le lieu est magnifique sur le papier puis quand on le voit, hein, mais une fois qu'on est dedans, on va aller jusqu'où tous ensemble. Il y a ça et après plutôt à moyen terme, c'est comment est-ce que je pense qu'il y a déjà eu une transition dans le monde de l'immobilier qui a été accélérée par le Covid sur coller plus près au nouveau mode de travail. Donc on voit tout ce qui se monte maintenant, c'est un petit peu plus avancé en termes d'innovation d'usage. C'est vrai. Il y a beaucoup de labels, etc. Mais malgré ça, les gens arrivent à sortir des bâtiments qui sont insensés d'un point de vue écologique. Donc je pense qu'il faut que la transition soit continue, qu'on aille vraiment sur des bâtiments qui soient réellement écologiques dans le sens quel est l'usage au jour le jour, au quotidien de ces bâtiments, quel est leur impact sur la société, sur l'environnement, et qui est dans le même sens de cette transition que cette fois l'immobilier maintenant, ok c'est facile, surtout que les Français... on est très un peu ingénieur, tech, etc. C'est à la mode, donc c'est se dire faire de la green tech, ok, ça peut être à la mode, ça peut séduire. Ça. Mais on oublie que l'immobilier, c'est aussi implanter quelque chose sur un territoire, que ça change de territoire et qu'il faut pouvoir s'intégrer au sein d'un quartier. Et j'aimerais bien que finalement, la transition qui a été faite sur le mode d'usage et sur l'environnement au niveau immobilier, on la fasse aussi sur l'intégration sociale. Donc j'espère dans le moyen terme que finalement ce qu'on fait à notre toute petite échelle sur notre niche économie sociale et solidaire, ça soit aussi pris et que ça devienne aussi une norme dans l'immobilier classique. D'accord. Et du coup, tu as un peu répondu à la question, je pense, mais comment est-ce que tu projettes éthique dans l'avenir ? Je pense qu'on aura toujours envie de rester pionnier dans le sens où on va innover pour avoir plus d'impact social, plus d'impact environnemental et suivre vraiment le besoin de nos résidents. Aujourd'hui, on est aussi on est sur une petite niche, mais on est leader sur cette petite niche. Donc, ça nous a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses et de pouvoir se répliquer de façon plus efficace. Et il y a encore beaucoup de besoins, il y a encore beaucoup d'acteurs de l'ESS qui sont logés dans des lieux qui ne leur ressemblent pas ou qui sont peut-être trop chers, enfin, etc. Donc il y a encore beaucoup de travail. Donc je pense qu'on va encore continuer à se développer. Et pour se développer, il faut que je continue à trouver des financeurs qui, comme ceux que l'on a aujourd'hui, acceptent finalement un rendement un petit peu en dessous de la moyenne, mais qui reste raisonnable. Pour financer des grands projets. Aujourd'hui, la partie foncière d'éthique, on finance à peu près 300 millions d'euros de projets immobiliers. C'est des gros montants, donc il faut trouver ces montants. On a réussi à les trouver jusqu'à présent. Voilà, il faut pouvoir continuer à trouver des actionnaires et des banques prêtes à suivre nos projets et qui comprennent nos enjeux et qui sont alignés avec nous, en fait.
Ma dernière question, comment est-ce que tu te projettes dans l'avenir et quelle est ta vision de l'avenir? Alors, autant j'adore planifier à très long terme pour ma boîte, autant moi perso, j'ai appris à vivre le moment présent. Donc j'ai du mal à me projeter moi. J'ai un petit peu d'inquiétude sur l'avenir sur la société en général. Et c'est pour ça aussi que je suis ravie de faire ce que je fais et de côtoyer tous les jours des gens qui veulent changer le monde. Mais c'est vrai que quand on voit, je crois que récemment, il y a eu le rapport sur l'égalité femmes-hommes qui montre que cette égalité est en train de reculer. J'ai 2 filles, et puis même si je n'avais pas de filles, c'est un vrai sujet pour moi. Donc il y a quand même, je crois qu'on a tous un enjeu de faire une société qui soit plus agréable pour toutes et tous, mais qu'il faut qu'on fasse des choses. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on laisse couler ou les gens ou que les gens soient trop égoïstes en fait pour pas regarder ce qu'il faut faire en fait. Il faut s'emparer de plein de sujets, il faut être courageuse et courageux, il faut pouvoir prendre les bonnes décisions, pas qu'au niveau politique, au niveau aussi des entreprises. Donc voilà, j'ai un côté très inquiet. Je pense que je serai toujours engagée, donc que ce soit dans Éthique ou dans d'autres associations ou autres. Donc j'ai un côté de moi qui a beaucoup d'espoir parce que je vois tout ce qui peut être fait, et un autre côté qui est parfois fatigué un peu à me dire mais mince, pourquoi on n'est pas plus nombreux pour porter des causes justes et qui me sembleraient tellement simples à mettre en place, quoi. Écoute, on va finir sur cette belle note. Merci d'avoir partagé ton histoire, tes valeurs et cette vision de l'avenir. On te souhaite tout le meilleur pour le reste, à toi et à Éthique. Et puis, on espère te revoir bientôt. Merci, j'étais ravie. C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast@telescope.com.